C'est le rêve américain d'un brillant cerveau français. Benoît Koenig, passé par Polytechnique et HEC, a créé une start-up d'intelligence artificielle qui promet de révolutionner la lutte contre le vol à l'étalage. Aux États-Unis, il y a une appétence pour la technologie qui est, à mon avis, encore plus importante que ce qu'on a en Europe. C'est le plus gros marché du monde. Toutes les entreprises rêvent de pouvoir s'y implanter. Nous, on s'est lancé en 2018. Et encore une fois, on fait partie des premiers à travailler sur l'IA en vidéo. Son logiciel a déjà conquis des dizaines d'entreprises en France, comme Franprix, Carrefour ou Biocop. L'un de ses premiers clients américains est un patron de supérette à Philadelphie. On va y aller, puis on va rencontrer Rich. Hey, hello Rich. Doing good? Very nice to meet you again. Super, regarde. Je suis ici au comptoir et je suis pas coincé derrière mes écrans, ça me libère du temps, c'est formidable. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, 10 ans que je tiens cette boutique. Et j'aurais dû sans doute me résoudre à fermer à cause des vols, on n'arrivait plus à suivre. Les images de vidéosurveillance du magasin sont analysées en temps réel par une intelligence artificielle. Elle décrypte les mouvements des clients, les interactions avec les produits en rayon. Vision assure pouvoir repérer le geste d'un voleur qui glisse un produit sous son manteau plutôt que dans un panier. Rich nous fait une démonstration. À peine le paquet de bonbons dérobé, le logiciel envoie une notification sur son téléphone avec un extrait vidéo. C'est ce qu'on appelle de la vidéosurveillance algorithmique. Je viens de recevoir l'alerte avec la vidéo qui montre le geste suspect. Donc là, je vais aller voir la personne et en général, ça suffit. Il n'y a pas de tension. Il suffit d'aller les voir, de leur dire que j'ai tout vu. Ils comprennent et ils remettent le produit à sa place ou alors ils le paient. Je trouve ça beaucoup plus simple qu'une confrontation quand la personne sort du magasin. C'est à ce moment-là que ça chauffe et je ne veux pas de ça. Ce système permet d'éviter ce type de tension. Le système coûte à Rich quelques centaines d'euros par mois et lui éviterait, assure-t-il, des dizaines de milliers d'euros par an de préjudices liés au vol. Autre avantage à ses yeux, l'intelligence artificielle ferait preuve de neutralité. Si je prenais un vigile, il faudrait qu'il soit formé. Et encore, il risquerait d'avoir des idées préconçues. Ce système informatique n'a pas de préjugés. Il se moque de qui vous êtes. Il regarde juste vos mouvements. Donc, il ne surveille pas un certain type de couleur ou de personne. Il surveille juste des mouvements. L'intelligence artificielle révolutionne déjà le monde de la surveillance. Avec des capacités quasi illimitées, comme nées de l'imagination des auteurs de science-fiction les plus audacieux. La petite ville de Chicopee, dans le Massachusetts, est à l'avant-garde de ce bouleversement technologique. Un passé industriel, mais le futur est déjà là, niché dans les caméras de vidéosurveillance. On a ici une caméra multicapteur, une caméra 360 et 3 caméras lecture de plaques. Eric Watson est le numéro 2 de la police, chargé de la recherche et du développement. Il vient de s'équiper du logiciel dont il rêvait depuis des mois. Avec son téléphone portable, il a accès à toutes les caméras de la ville en temps réel. Regardez, c'est cette voiture-là. On va la voir passer sur mon écran. On peut même envoyer un drone en l'air, envoyer la vidéo dans Fusus et chaque officier y a accès directement, depuis son ordinateur ou son téléphone. Fusus, c'est le nom de ce logiciel qui fait fureur chez les policiers américains. La solution de vidéosurveillance ultime,
accessible de partout, presque sans limite. C'est une application à base de cartes qui s'appuie sur toutes les caméras disponibles. Ici, pas de mur d'écran surdimensionné, mais un seul moniteur. Et surtout pas besoin de policiers pour le scruter. C'est une intelligence artificielle qui se charge d'analyser toutes les images de la ville. Je vais vous donner un exemple de l'efficacité. Si je tape le numéro de la plaque d'immatriculation de ma voiture, regardez cette image. C'est ce matin, 7h30. J'arrivais du boulot. Est-ce qu'on peut essayer avec notre voiture? Vous nous avez vu arriver? Votre plaque d'immatriculation? 36B, IZ2. En quelques secondes, l'intelligence artificielle retrouve les images de notre voiture, sillonnant Chicopee le jour même. Le policier peut bien sûr être alerté quand un véhicule recherché entre dans la ville. L'IA nous a aussi identifiés en train de filmer les caméras de vidéosurveillance, dont la qualité est par ailleurs bluffante. Vous pouvez chercher une voiture ou un camion, mais ça va encore plus loin. Au besoin, si vous savez qu'un suspect était dans une zone avec un pull rouge ou une veste rouge, il vous trouve toutes les personnes qui sont passées avec un vêtement rouge. L'officier de police commence seulement à découvrir le potentiel du logiciel. Les serveurs viennent d'être installés dans le sous-sol du commissariat. Une dépense de 150 000 € par an, l'équivalent des salaires de 2 policiers. L'intelligence artificielle est installée dans ces serveurs et elle analyse des centaines de caméras en ce moment même. Et elle nous les envoie sur le cloud où on y a accès. Avoir des yeux sur des centaines de caméras, je n'ose même pas imaginer combien ça coûterait. Analyser les images en temps réel, au moment où elles arrivent, et rien ne lui échappe. Tout ça avec juste ces petits serveurs qui prennent peu de place. Et vous n'avez pas à payer tous ces gens à être assis. On est très excités. Ça faisait des années qu'on voulait avoir un truc de ce genre. Et enfin, c'est installé chez nous. Le logiciel Fusus repousse une autre limite. En plus des caméras publiques de la ville, il peut aussi analyser les images des caméras privées, installées par des entreprises ou des particuliers. Vous pouvez installer ça chez vous ou dans votre entreprise. Et là, même topo, ça enregistre et on y a accès depuis le cloud si on en a besoin. Dans son monde idéal, aucun espace public de la ville n'échappera plus aux caméras intelligentes. Alors, Eric Watson et ses collègues sillonnent Chicopee pour convaincre des habitants de brancher leurs caméras à Fusus. On est toujours en train de regarder où on peut mettre de nouvelles caméras, de chercher des commerces, par exemple, qui souhaitent coopérer. Ici, par exemple, on est ravis que le commerçant ait accepté parce qu'il est à proximité d'une école. Jack tient une petite entreprise de menuiserie. Il n'a pas hésité longtemps quand la police lui a proposé d'acquérir le boîtier, moyennant 250 $. Il y a 2 caméras ici, et une autre dans l'angle qui filme cette zone. Cette caméra permet de voir le parking et le carrefour. Il y a 2 autres caméras à l'avant du bâtiment qui filment dans cette direction, et tout le long de la rue. Dans quelques jours, ces 6 caméras seront connectées en direct avec le poste de police. Et tous les mouvements captés passeront dans la moulinette de l'intelligence artificielle. Les policiers utilisent un réseau qui est déjà en place, donc ils n'ont pas besoin d'acheter des caméras, et moi non plus. C'est un gain de sécurité, puisqu'ils peuvent observer tout ce qui se passe dans le quartier. Ce serait un long processus pour mettre de nouvelles caméras en place. Entre le début du projet, l'achat puis l'installation du matériel, ça aurait pris des mois, alors qu'il nous a suffi de venir ici, de livrer notre boîtier. Ça ne prend que quelques jours. On acceptera toutes les bonnes volontés. Vous en espérez combien? C'est dur à dire. On a pris un premier abonnement pour traiter jusqu'à 1500 caméras, ce qui serait fantastique. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais on fait tout pour.
De l'autre côté de la rue, Tracy a elle aussi fait le choix de collaborer. 1, 2, 3. Nous avons 9 caméras extérieures. Pourtant, à bien y réfléchir, elle admet que l'omniprésence des caméras impacte déjà son comportement dans l'espace public. C'est comme ça, quand vous allez à l'épicerie, vous êtes filmé. Vous allez au parc, jouer avec vos enfants, vous savez que vous allez être filmé. Tout est sous surveillance. En tout cas, c'est ce que je pense. Je prends ça en compte dans tout ce que je fais en public. Si je veux faire n'importe quoi, c'est mon choix. C'est le monde dans lequel nous vivons, malheureusement, parfois. À quel point notre vie privée est-elle menacée? Je ne sais pas, c'est une question difficile. Je pense que nous sommes très respectueux de la vie privée des habitants. Dire que nous perdons notre droit à la vie privée quand on est dans l'espace public, vous êtes dans l'espace public, donc tout le monde peut vous voir. Et si vous avez des caméras, elles ne font que voir ce que d'autres auraient pu voir. Quand Eric Watson a proposé de faire entrer la commune dans l'ère de la surveillance algorithmique, 12 conseillers municipaux sur 13 ont voté pour. Chef adjoint, comment ça va? Bienvenue à la mairie. Comment ça se passe? Donc le chef de la police et son adjoint sont venus me voir avec le projet. Et j'ai dit tout de suite, c'est quelque chose qu'on peut se permettre d'acheter. On est très content de déployer Fusus à Chicopee. Et on le dit au public, hey, si vous vous apprêtez à commettre un crime, il y a de bonnes chances qu'on soit en train de vous regarder. Est-ce que ça empiète sur les libertés? Peut-être, mais mon but comme maire, c'est faire de Chicopee un endroit sûr, et on se concentre là-dessus tous les jours. La technologie est récente. Aucune étude sérieuse ne prouve aujourd'hui son efficacité. Mais près de 300 villes américaines l'ont déjà adoptée. 350 000 caméras sont branchées à Fusus. D'autres mairies refusent, au nom du risque pour la vie privée. Un des vrais enjeux, c'est que ces technologies de pointe avancent très vite. Et le public est à la traîne, des années derrière, à tenter de savoir où en sont ces technologies. Je pense que nous sommes confrontés à une crise de la vie privée. Grâce à la combinaison des flux vidéo et de l'intelligence artificielle, on peut désormais analyser les données de telle sorte que nous ne pouvons plus nous fondre dans la foule. La vie privée en public est en train de devenir une fiction. La France, elle aussi, entre peu à peu dans l'ère de la vidéosurveillance algorithmique. Mars 2024, des fans de Dépêche Mode viennent assister à un concert du groupe britannique. Tandis qu'ils font la queue, ils sont les cobayes de caméras dites intelligentes. Une discrète pancarte de la préfecture de police indique que des algorithmes s'exercent à repérer, en temps réel, 5 situations à risque. Franchissement de zones interdites, densité exceptionnelle, circulation à contresens, mouvement de foule ou départ de feu. Le logiciel testé est l'un de ceux qui surveilleront les spectateurs des Jeux Olympiques. La préfecture de police n'a pas donné suite à nos demandes de tournage. La société Wintix, qui a mis au point la technologie, a cependant accepté de nous en décrire le fonctionnement. Par exemple, ici, on a une image sur laquelle je vais annoter les différentes personnes pour qu'ensuite je puisse donner cette image à notre algorithme et qu'il s'entraîne dessus. Ici, je clique sur une personne. Le logiciel, il détecte une silhouette et je lui indique que c'est
une personne. On pourrait aussi faire la même chose sur le véhicule qui est ici au bout, en sélectionnant le véhicule et cette fois-ci en indiquant au logiciel que c'est un véhicule pour qu'il puisse bien faire la différence entre les différents usagers qu'on est susceptible de croiser dans l'espace public. Le logiciel, conçu à l'origine pour gérer des questions de circulation, a été adapté aux besoins sécuritaires des Jeux Olympiques. Là, je vais dessiner une zone qui est une zone d'intérêt ou une zone de détection sur la partie que j'ai envie de couvrir. Considérons que ici, s'il y a plus de 100 personnes dans cette zone, je suis dans une situation qui est en train de devenir anormale. Donc moi, je demande au logiciel de déclencher une alerte, un signalement à un opérateur vidéo à partir de la présence de 100 personnes dans cette zone. Voilà pour la théorie. Les résultats sur le terrain sont moins convaincants, selon des sénateurs qui ont assisté aux expérimentations. Le logiciel a une autre limite, les barrières éthiques posées par les concepteurs. On a choisi de se fixer des lignes rouges. Par exemple, il n'y a pas de reconnaissance faciale dans notre logiciel et il n'y en aura jamais. Identifier des visages, des personnes, c'est l'une des possibilités les plus controversées de la vidéosurveillance intelligente. Les autorités n'y auront pas recours. Elles s'y sont engagées lors du vote de la loi JO, qui légalise pour la première fois l'usage de ces caméras. 28 garanties prévues par la loi. Interdiction de la reconnaissance faciale et du traitement des données biométriques. Interdiction de tout rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres fichiers. Ça fait donc 28 garanties, ça n'a pas de précédent. On a immédiatement exclu la reconnaissance faciale, la collecte de données biométriques et même l'interconnexion avec d'autres systèmes d'information parce qu'on sait bien qu'il n'y avait pas de consensus sociétal sur ce sujet. Jusqu'ici, il n'y avait aucun accès à ce type de technologie en France par des forces de police, par des forces de l'ordre. Non, c'est une première en France, c'est une première pour le ministère de l'Intérieur et on trouve que c'est le bon moment avec cette échéance et ce défi des Jeux Olympiques de se lancer aujourd'hui à titre expérimental dans ce traitement algorithmique des images de vidéoprotection. Le 5 janvier 2024, le ministère publie la liste des logiciels de vidéosurveillance algorithmique qui seront utilisés pour sécuriser les Jeux Olympiques. 3 sociétés françaises, Wintix, Videtix et Chapvision, seront les seules autorisées. Mais en réalité, depuis des années, d'autres logiciels ont profité du flou juridique pour s'implanter solidement en France. Le plus populaire d'entre eux s'appelle Briefcam. Créé en 2008 en Israël, il a aujourd'hui conquis le monde entier. You haven't reached the limit of what intelligent video surveillance can do for you. Des dizaines de communes l'utilisent quotidiennement, mais aucune ou presque ne s'en vante publiquement. Sauf les Pen Mirabeau, 20 000 habitants, au nord de Marseille. L'adjoint au maire chargé de la sécurité fait la promotion du logiciel dans le bulletin municipal. Le logiciel Briefcam permet d'effectuer des recherches précises en un temps record à partir de divers critères, taille, similitude d'apparence, plaque d'immatriculation, nature et couleur de vêtements. Sur la brochure, on constate que l'option reconnaissance faciale est activée, alors qu'elle est strictement interdite par la loi française. Nous appelons l'adjoint à la sécurité. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Oui, allô? Oui, monsieur Farsi? Oui. Oui, bonjour, Quentin Bollier, je suis journaliste pour BFM TV. J'ai vu dans le magazine de la police municipale qu'au Pen Mirabeau, vous utilisez le système Briefcam, c'est ça? Exactement ça, oui. Et vous êtes satisfait, ça marche bien? Ben oui, ça marche. Ça nous simplifie énormément le travail de recherche. Et la reconnaissance faciale, vous l'utilisez beaucoup ou pas? Non, on l'utilise pas beaucoup. D'accord, pas souvent, mais en soi, c'est possible, quoi. Oui, c'est possible. Après, vous savez qu'informatiquement, le logiciel, plus je l'enrichis, plus il peut faire de choses. Hein. D'accord. Est-ce qu'il serait possible, éventuellement, de venir vous voir et puis que vous nous expliquiez comment ça marche? Ah ben oui, je veux bien, moi. Briefcam est installé ici depuis 2021. Il fonctionne grâce à 300 caméras, dont ce modèle à 15 000 € l'unité.
Briefcam nous a apporté beaucoup plus de rapidité dans les interventions et dans les recherches au niveau des éléments qu'on nous donne. Donc je ferai un premier bilan très satisfaisant pour nos agents de la police municipale et pour toutes les forces de l'ordre qui nous accompagnent. Entre les caméras et le logiciel, c'est un investissement supérieur à 1 million d'euros, en partie financé par l'État. Et l'élu l'assure, tout est légal. Pourtant, nous n'aurons finalement pas le droit de filmer Briefcam en action. Il nous faut nous contenter des explications enthousiastes du superviseur du centre de vidéosurveillance. Pour quelqu'un qui ne l'a jamais utilisé, c'est vraiment bluffant dans la mesure où on peut sélectionner tout un tas de critères. Ça marche bien, on peut rentrer la couleur du véhicule, des tenues vestimentaires, si c'est un homme ou une femme, ça on peut le faire aussi. On peut très bien désigner l'individu concerné sur une image et dire au logiciel, voilà, c'est cette personne-là qu'on recherche. Donc, on va rechercher une similitude d'apparence, et j'insiste bien sur une similitude d'apparence, mais en aucun cas la reconnaissance faciale, ce n'est pas autorisé. Peut-on légalement utiliser Briefcam en France? Saisi par plusieurs associations, la CNIL, le gendarme du numérique, enquête depuis plusieurs mois. Je pense avant tout qu'il y a une méconnaissance aussi des collectivités locales ou des entreprises qui peuvent acheter un discours, peuvent acheter une solution sans réellement se poser la question de quel est le cadre légal, quelles sont les conséquences sur les personnes qui sont filmées. C'est le rôle aussi de la CNIL que de communiquer et de dire attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ces technos, il y a des conséquences concrètes sur les personnes, mais en tous les cas, là, le cadre il est totalement fixé notamment par la loi JO et ceux qui s'en seraient écartés, ils vont devoir revenir dans le droit chemin. L'avertissement s'adresse aussi au ministère de l'Intérieur, car les forces de l'ordre n'ont pas attendu la loi JO pour recourir à la vidéosurveillance intelligente. Exemple en mars 2023, les rassemblements contre les méga-bassines dégénèrent en affrontements à Sainte-Soline. Des gendarmes filment et photographient les manifestants. Beaucoup sont masqués, mais un ne l'est pas. Il est photographié faisant des doigts d'honneur dans la direction des forces de l'ordre. Il va être identifié 2 mois après les manifestations. Nous procédons à des recherches dans le traitement des antécédents judiciaires au moyen de la reconnaissance faciale. Le mis en cause présente une très forte ressemblance avec le dénommé LS. Il a déjà été poursuivi pour des dégradations ou des entraves à la circulation. Cette fois, la justice le condamne à 4 mois de prison avec sursis pour outrage à agent. Son avocat connaît bien ce type de dossier. C'est la première fois qu'il voit écrit noir sur blanc, dans une enquête judiciaire, que la reconnaissance faciale a été utilisée. Quand on a des outils très intrusifs dans la vie privée comme la reconnaissance faciale algorithmique, on va commencer à les tester sur certaines catégories de la population. Donc là, on les teste sur des opposants politiques et des militants écologistes. Dans le cadre d'une mobilisation qui a fait la une des grands médias nationaux, qui a attiré l'attention du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, il y avait une volonté répressive extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on s'est donné les moyens, y compris pour une infraction tout à fait mineure, parce qu'il n'encourait qu'une peine d'1 année d'emprisonnement, c'est-à-dire l'une des peines les moins graves de la loi pénale française. Eh bien, on a mis en œuvre un logiciel comme celui-ci. Et donc, c'est assez frappant de voir une technologie se développer en dehors de tout contrôle effectif, que ce soit de la justice ou des parlementaires ou même des citoyens, parce que dans un grand nombre de cas, malheureusement, je pense que ce recours à la reconnaissance faciale n'est même pas évoqué par la police ou la gendarmerie. L'avocat n'est pas parvenu à savoir quel logiciel a identifié son client. S'agit-il de Briefcam? Le site internet de la Gendarmerie nationale indique que des analystes y ont recours. On aperçoit aussi discrètement le logiciel en cours d'utilisation sur ce rapport officiel. Mais les enquêteurs sont bien conscients d'être hors du cadre légal, comme l'indiquent ces emails. Seuls certains services ont l'outil Briefcam, mais celui-ci n'étant pas déclaré à la CNIL, il semble préférable de ne pas en parler. Par contre, sur le plan juridique, a priori, l'application Briefcam n'a jamais été déclarée par la Direction générale de la police nationale. Selon Geoffrey Livolzi,
qui a révélé ses emails dans le média Disclose. La première utilisation de BriefCam remonterait à 2015. Il semble en tout cas que l'utilisation de ce logiciel est totalement illégale. Pourquoi? Parce que normalement, quand on utilise un logiciel comme BriefCam, il faut d'abord le déclarer à la Commission nationale des libertés informatiques pour avoir l'autorisation d'utiliser ce logiciel, qui peut avoir des risques pour les libertés individuelles. Et ce contrôle, cette autorisation, le ministère de l'Intérieur, la police nationale ne l'a jamais demandé. Des révélations qui fragilisent le discours officiel sur les garde-fous mis en place par la loi Jeux Olympiques. 28 garanties prévues par la loi. Suite aux révélations de Disclose, Gérald Darmanin a promis une enquête sur l'utilisation de BriefCam par ses services. Non, je ne sais pas où en est cette enquête. D'accord. Il avait dit qu'il rendrait l'enquête publique dans les 3 mois et c'était le 20 novembre. Vous ne savez pas où était cette enquête? Je pense pas, il faudrait qu'on fasse la recherche. D'accord, mais parce que du coup l'enquête a pris plus de temps que prévu, comment est-ce que... Je sais pas et c'est pas l'objet, je crois, de cette interview. L'efficacité de ces logiciels les rend désormais presque incontournables. En mars dernier, une ex-membre du groupe terroriste allemand Fraction Armée Rouge a été confondue par cette technologie. Elle se cachait sous un faux nom depuis 30 ans. Et en février 2023, c'est un ancien membre de la mafia italienne qui chute grâce à l'intelligence artificielle. Il vivait en France depuis 16 ans, comme si de rien n'était, et sous une fausse identité. Il a été repéré par hasard parce qu'il a posé en fait dans un journal local et c'est comme ça qu'il a été reconnu. La justice et la police italienne refusent d'indiquer quel logiciel a permis l'identification de l'ancien mafieux. Beaucoup soupçonnent Clearview, une technologie américaine aux capacités phénoménales. Elle est interdite en Europe en raison de ses pratiques intrusives. Car les ingénieurs de Clearview ont téléchargé toutes les photos publiques de personnes disponibles sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Ils disposent aujourd'hui d'une base de données de 50 milliards de photos, soit en moyenne 6 photos de chaque habitant de la planète. Clearview nous a fermé ses portes, malgré des dizaines de relances. Nous avons pourtant pu tester le logiciel. Nous lui avons soumis les images de nos visages, issues de la vidéosurveillance de Chicopee. Souvenez-vous, quand le policier nous retrouvait dans les rues de la ville avec ses caméras intelligentes. La photo est glissée dans Clearview. En quelques secondes à peine, le logiciel nous retrouve sur des dizaines d'images qui permettent d'identifier nom, métier ou employeur. Deuxième test, cette fois-ci avec Jérémy, notre journaliste reporter d'images. Résultat stupéfiant. Clearview l'identifie au 3e plan sur des photos de groupe, sur d'autres photos qu'il n'a pas mises en ligne et dont il ignorait l'existence. Parfois, on ne distingue même qu'une partie de son visage, dissimulée par une caméra. Ou des lunettes. Même un masque ne permet pas d'échapper au logiciel d'intelligence artificielle. Longtemps utilisé en secret par des forces de police du monde entier, l'existence de Clearview a été révélée en 2020 par une journaliste américaine. Aujourd'hui, il est techniquement possible d'identifier n'importe qui en temps réel dans l'espace public. On peut le faire, mais il faut se demander si c'est ce qu'on veut. J'ai découvert Clearview grâce à un lanceur d'alerte. Il était très inquiet. Il m'a dit qu'une nouvelle application avait franchi le Rubicon de la reconnaissance faciale. Une entreprise s'apprêtait à répandre dans le monde une technologie que les autres entreprises de technologie refusaient de diffuser. Google, Facebook, ils ont développé en interne des programmes comme Clearview, mais ils les ont interrompus. Ils estimaient que c'était trop dangereux. Clearview n'a alors pas d'adresse officielle, pas de bureau. Kashmir Hill retrouve la trace de son fondateur, un Australien d'origine vietnamienne, Juan Ton That. Arrivé à 19 ans aux États-Unis, longue chevelure noire,
un goût pour la guitare et les costumes de couleur, une proximité idéologique avec Donald Trump, mais surtout un mépris certain des règles juridiques. Il a profité du fait que d'abord, c'était très facile d'aspirer des photos en ligne. Et il a recruté des développeurs à travers le monde pour l'aider. Ils ont juste téléchargé en masse des photos issues de sites internet. Ensuite, il a profité d'algorithmes de reconnaissance faciale partagés en ligne, qui étaient plutôt puissants. Et il a réussi à fusionner ces deux choses. Les débuts de Clearview sont laborieux. Mais tout s'accélère lorsque des enquêteurs de la police américaine ont vendu des promesses vertigineuses du logiciel. Dans sa documentation commerciale, Clearview vante la taille démesurée de sa base de données, 10 fois supérieure à celle de la police. La police de New York l'a essayé et ils ont véritablement adoré. Alors Clearview a ciblé des forces de l'ordre et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Pendant plusieurs années, des services de police américains vont utiliser le logiciel dans le plus grand secret, jusqu'aux révélations de Kashmir Hill. Des États américains attaquent alors Clearview en justice. Clearview a violé la loi de protection des consommateurs. Comme le Vermont, conseillé dans ce dossier par l'avocate Claire Garvey. Depuis plus de 10 ans, elle travaille sur les questions de reconnaissance faciale. Clearview a été une surprise pour moi. Je pensais que les règles d'utilisation et les protections contre l'aspiration de données mises en place par les entreprises de médias sociaux empêcheraient la création de bases de données comme celle de Clearview. Clearview offre aux forces de l'ordre un outil incroyablement puissant, puisqu'il leur permet d'identifier n'importe qui. Et il est compréhensible que les forces de l'ordre y voient une occasion incroyable de faire avancer leurs enquêtes, sans s'inquiéter des questions éthiques, juridiques, morales, de droits civils, de libertés civiles autour de cet outil. Suite aux révélations du New York Times, Clearview est condamné dans plusieurs pays, européens notamment, à de lourdes amendes. La société a mauvaise réputation, mais elle se démène pour montrer son utilité. C'est grâce à elle que des assaillants du Capitole sont identifiés. La reconnaissance faciale vient aussi tirer d'affaire un innocent accusé à tort par la police. Et en février 2022, Clearview va voir dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie une formidable occasion de redorer son image. Les Russes sont arrivés par ce côté-là, là où il y a la route. Il y a 2 ans, le village de Dzivka, au nord-ouest de Kiev, s'est retrouvé en première ligne. C'est calme ici maintenant, c'est une vraie différence avec avant. On n'a plus peur, il n'y a plus de crainte. Des soldats masqués, sans aucun insigne, terrorisent le village de Mykola pendant plus d'1 mois, à la recherche d'informateurs supposés de l'armée ukrainienne. Cet officier est arrivé et il a dit qu'il avait trouvé un talkie-walkie dans notre maison. Il a dit « Reconnais que tu transmets des infos à l'armée ukrainienne ». J'ai dit « Mais personne n'a rien trouvé, on n'a rien ». Ils nous ont mis dans une voiture, ils nous ont amenés dans la forêt. Ils nous ont mis face aux arbres, un chiffon sur les yeux et du scotch par-dessus. Ils nous ont attaché les mains derrière le dos. Mykola, sa femme et 2 autres amis passent 48 heures attachés, avant d'être finalement laissés libres. Mais quand les Russes se retirent, le 31 mars 2022, les corps de 5 hommes torturés sont retrouvés à l'entrée du village. Comment identifier les auteurs de ces crimes? La police ukrainienne va recevoir une aide inattendue.
Dès les premiers jours de la guerre, le vice-ministre de l'Intérieur, Leonid Timchenko, est contacté par Clearview et son fondateur, Juan Tontat. Il a dit « Je suis prêt à vous le fournir gratuitement, en soutien à l'Ukraine. Je suis prêt à vous fournir mon logiciel. Et vous pourrez essayer de voir si ça vous aide à identifier des criminels russes. » On a pu essayer immédiatement après, dès qu'il nous a donné l'accès. Et j'ai été surpris, en utilisant Clearview, on a pu identifier des Russes venus en Ukraine. On a même pu identifier leurs soldats morts. Quant aux chiffres, on a identifié plus de 15 000 individus. C'est notre arme secrète, et c'est une arme très très puissante. Au sein du ministère de l'Intérieur, des dizaines d'analystes enquêtent sous la houlette de Roman Budko. Ils disposent de milliers et de milliers d'heures d'images de vidéosurveillance. Un premier tri est fait grâce à des logiciels d'intelligence artificielle, dont le fameux BriefCam, qui identifie les moments clés. Ici, par exemple, on a pu identifier des véhicules, puis des personnes. Ça s'est passé en 2022, quand les Russes ont quitté la région autour de Kiev. C'est ainsi que les enquêteurs retrouvent la trace des soldats qui ont semé la terreur dans le village de Dzvizivka et torturé Mikola. La même unité a aussi ouvert le feu sur des véhicules civils à une vingtaine de kilomètres plus à l'est, dans la ville d'Ostomel. Cette vidéo a été prise par les caméras de surveillance d'un supermarché. On a aussi analysé les vidéos prises par des témoins locaux qui avaient assisté au crime et qui nous les ont transmises après. Les auteurs, on a pu les identifier en particulier grâce à Clearview. Clearview va en effet mettre des noms sur ces visages. Il identifie en quelques secondes l'un des chefs de l'unité russe, Sergueï Kazaïtchev, commandant de la garde nationale à Krasnoïarsk en Sibérie et père de famille. Il lui ressemble. C'est dur à dire. Ils portaient tous des masques, vous savez. Mais oui, il ressemble à cet homme qui m'a mis le pied sur le visage. Il lui ressemble. La toute-puissance des algorithmes, plus performants que la mémoire défaillante et traumatisée des victimes. Le 26 mai 2023, le parquet ukrainien a annoncé que Sergueï Kazaïtchev et 4 autres militaires russes, tous identifiés par Clearview, seraient jugés pour crimes de guerre. De quoi réjouir les défenseurs des libertés publiques. Mais ils sont très inquiets de voir l'Ukraine se jeter dans les bras de Clearview. On a de grandes inquiétudes sur les répercussions possibles. En particulier parce que Clearview n'est pas une entreprise fiable, notamment sur la question de ses bases de données. À qui elle pourrait les confier dans le futur? Imaginons, c'est interdit en Europe et aux États-Unis. Et le lendemain, Clearview commence à collaborer avec des régimes autoritaires. Et toute sa base de données, dans laquelle on trouve évidemment beaucoup d'Ukrainiens, tombe dans la main de ces régimes qui violent les droits humains. Personne ne peut prédire ce qu'on peut faire dans ce cas-là, en fait. Et c'est une de nos plus grandes craintes. Les ONG ont une autre angoisse, la confiance presque aveugle dont bénéficie l'intelligence artificielle de la part des forces de l'ordre. Clearview revendique un taux de fiabilité de plus de 99%. Mais que se passe-t-il pour ceux qui se retrouvent dans la marge d'erreur? Un Américain a découvert à ses dépens les limites de la reconnaissance faciale. Ça a été les 10 jours les plus longs de ma vie. Je n'avais pas commis de crime et je n'avais aucune idée de ce qu'on me reprochait.
En janvier 2019, Niger Parks apprend que la police d'une ville voisine, à 50 km de là, est à sa recherche. Le menuisier de 32 ans, père de famille, se présente spontanément au commissariat le lendemain. Je suis allé à l'accueil et j'ai donné ma carte d'identité, j'ai dit qui j'étais. Pendant ce temps, 2 officiers sont arrivés, m'ont passé les menottes dans le dos et m'ont arrêté sur le champ. Les policiers sont convaincus qu'il est l'auteur d'un vol, d'une fraude au permis de conduire et d'un refus d'obtempérer intervenu 8 jours plus tôt. Dans sa fuite en voiture, il aurait manqué d'écraser contre un pilier l'un des agents venus l'arrêter, juste devant cet hôtel. À l'aide d'un faux permis de conduire abandonné sur place, les policiers lancent une enquête de reconnaissance faciale. On a une bonne correspondance probable avec votre gars, avec la reconnaissance faciale. Comment l'avez-vous identifié ? J'ai altéré la photo pour la rendre plus lisible. J'ai un taux de fiabilité honnête. Et c'est un gars de Paterson, New Jersey. À gauche, la photo du faux permis. À droite, celle de Niger Parks. Se basant sur ce seul résultat, les policiers lancent un mandat d'arrêt. Le document précise pourtant qu'un résultat de reconnaissance faciale ne doit être considéré que comme une piste et ne peut suffire à arrêter un suspect. Je n'étais pas au courant du résultat de reconnaissance faciale, donc ils étaient sûrs à 100% parce qu'ils avaient ce truc, et moi j'étais sûr à 100% que ce n'était pas moi. Ils m'ont dit « on t'a vu ». Ils me regardaient dans les yeux, un officier m'a dit « donc tu me dis en face que je suis un menteur ?» Bah oui, vous ne m'avez pas vu, vous avez sans doute vu quelqu'un qui me ressemblait, mais vous ne m'avez pas vu. Niger Parks passe 10 jours en détention provisoire, dont la moitié à l'isolement. Ayant déjà effectué 2 séjours en prison pour trafic de drogue dans sa jeunesse, il risque 20 ans pour tentative de meurtre sur un policier. Le procureur le presse de plaider coupable pour obtenir une peine réduite. D'abord, ils m'ont proposé 8 ans, puis 5. Je me disais, je ne vais pas accepter, je n'ai pas commis ce crime. Mais à un moment, je me suis dit, je vais en parler à ma mère, à mes enfants. Je vais bien devoir accepter une peine pour éviter que ce soit bien pire. Finalement, Parks est sauvé par ce ticket de caisse de Western Union. À l'heure dite des événements, il envoyait de l'argent à son ex-compagne, à 50 km du lieu du crime. Le logiciel de reconnaissance faciale s'était trompé. Niger Parks porte plainte. Son avocat découvre alors que les policiers ont ignoré de très nombreux éléments à décharge. Empreintes digitales, prélèvements ADN, pour ne retenir que le résultat de la reconnaissance faciale. La technologie est séduisante, la machine dit c'est lui.